Bonjour à tous, merci de nous retrouver à l'heure. Tous les mardis, je vois qu'il y a déjà du monde, que vous êtes sur Facebook ou sur Zoom. Vous êtes au bon endroit, quoi qu'il arrive. Je vois que tout le monde arrive, c'est parfait. Ok, on va démarrer tout de suite. Donc, vous le savez, tous les mardis, on vous donne rendez-vous avec des experts. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux experts, Alexandre Quentin et Jean-Philippe Seurat, des experts qui viennent intervenir assez régulièrement, on va dire trimestriellement sur French Morning pour vous donner les meilleurs conseils, que ce soit investissement ou fiscalité. Donc, on avait dit aujourd'hui fiscalité, et donc ça, c'est voilà, vraiment optimiser votre patrimoine et votre fiscalité aux États-Unis. Vous êtes un peu plus de 200 à avoir pris un billet, donc vous en faites pas. Tout le monde peut poser sa question. Ce qu'on va faire, c'est soit vous posez votre question dans le Q&A, si vous êtes sur Zoom, soit vous levez la main, raise hand, c'est juste en bas, et puis je vous donnerai la parole. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Et puis, à la fin, on prendra toutes vos questions. On va essayer de répondre à l'intégralité, même s'il y en a beaucoup. Voilà. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez aussi poser vos questions. Je les vois, donc vous en faites pas. Et puis, je les poserai à la fin à nos deux experts. Alexandre, est-ce que tu veux démarrer un petit peu par présenter qui est l'équipe de USA France Financial? Avec plaisir, merci Romain. Je vais partager mon écran et C'est parti. on fait dans le vif du sujet. Très bien, bonjour à tous. Pour commencer, petit rappel sur USA France Financial, c'est l'équipe de 12 Français et un Américain. On est basé à Philadelphie, Los Angeles et Miami et on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de pouvoir gérer leurs problématiques financières. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier. On est capable d'apporter une valeur ajoutée et cela, que nous restons pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou que nous rentrons un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin. Et je vais laisser le soin à Jean-Philippe de présenter son cabinet. Merci Alexandre. Bonjour à tous. Merci French Morning pour le webinaire. Je suis associé du cabinet Massad Consulting Group. Nous sommes un cabinet d'expertise comptable et de conseil présent à New York, Miami, Montréal, Mexico et bientôt Toulouse en France. Nous accompagnons nos clients, donc des filiales de groupes français ou des particuliers français installés en Amérique du Nord et les conseillant sur les aspects fiscaux nord-américains de leur patrimoine et de leur vie quotidienne. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, nous avons un sommaire assez exhaustif et nous allons commencer par la planification financière 101. Deuxièmement, la gestion des risques primaires. Troisièmement, la stratégie patrimoniale dite classique, dite française, que l'on a tous été éduqués. Quatrièmement, la planification fiscale, les stratégies patrimoniales à connaître aux États-Unis, la fiscalité des contrats d'assurance vie, des investissements immobiliers, la succession depuis les États-Unis, et puis également, on va voir ensemble comment mettre en place une stratégie patrimoniale proactive pour pouvoir tirer avantage des opportunités qui sont ici aux États-Unis. Tant qu'on est résident fiscal américain, nous pouvons tirer avantage d'opportunités, peu importe où nous serons à l'avenir, et ce sera avec plaisir de pouvoir répondre à vos questions à la fin de notre webinaire. Alors, Alex, j'en profite rapidement. Il y a des gens qui nous ont rejoints par téléphone. Pour ceux qui nous ont rejoints par téléphone, n'hésitez surtout pas à retourner dans le mail d'origine parce qu'on partage notre écran avec vous. Donc, je pense que ça va être très intéressant que vous puissiez suivre la présentation. Alexandre va faire pas mal de graphiques, donc n'hésitez pas à rejoindre. De superbes graphiques. Tu peux continuer. Merci. Alors, la planification financière 101. Quand on essaye de pouvoir créer du patrimoine, généralement, on a 3 priorités. La première, c'est de protéger sa famille et son patrimoine. On va voir ensemble qu'il y a 12 manières de se protéger ici aux États-Unis. Soit on n'est pas protégé, soit on est protégé un petit peu, soit on est protégé de manière optimale. On va faire un point là-dessus. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de mettre $1 de côté si on peut tout perdre du jour au lendemain. Deuxièmement, c'est d'avoir une vraie vision financière, de savoir exactement où est-ce que l'on va, peu importe où on sera à l'avenir. Et pour ce faire, une maîtrise des implications financières, fiscales, légales, internationales sont nécessaires pour prendre des décisions avisées et avérées pour notre futur.
Et enfin, c'est ce que j'appellerais l'aspect technique, qui est la maximisation du rendement, la minimisation du risque au sein de la stratégie globale. Et on va voir ensemble peut-être qu'avec Jean-Philippe, au pays de l'oncle Sam, être entrepreneur, notamment aux États-Unis, et potentiellement bénéficiaire. Exactement, là, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Romain. Il faut savoir que lorsqu'on est entrepreneur, bon, quand nous sommes salariés, il y a quelques options, mais qui sont assez limitées. Mais lorsqu'on est entrepreneur, ceux qui nous écoutent et qui le sont le savent peut-être déjà, il y a beaucoup d'options fiscales envisageables pour justement venir amoindrir la charge d'impôt tant state que fédéral et parfois même city par le biais de structures transparentes comme les LLC, les S-Corp, ou parfois même l'utilisation d'une C-Corp, qui pourrait être une coquille patrimoniale. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais sachez qu'il y a vraiment une exhaustivité de possibilités qui va vous permettre d'économiser en termes d'impôts et donc pouvoir investir pour l'avenir. Okay. Très bien, Jean-Philippe. Commençons par le point numéro 1, c'est la gestion des risques. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il y a 12 manières de se protéger sur les risques primaires aux États-Unis. On va voir ensemble qu'il y a d'autres risques potentiels. Si on a par exemple, notre frigo tombe en panne, etc., ça n'aura pas un impact majeur sur votre planification financière. Ce que vous voyez à l'écran, ces 12 points peuvent avoir un impact dévastateur si vous avez vraiment un souci de ce côté-là. Commençons dans l'ordre. Les 3 premiers que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle Property and Casualty Insurance. C'est donc l'assurance auto, l'assurance maison, soit parce qu'on détient le bien immobilier, soit parce que nous sommes renters, rental insurance, et dernièrement, ce qu'on appelle l'umbrella policy, qui est la responsabilité civile. Généralement, quand on a une voiture, on est protégé. Généralement, maximum 250 000 $ par personne, 500 000 $ par accident au niveau de chaque État. On a une assurance pour la maison, mais généralement, ce que l'on oublie, c'est d'avoir cette umbrella policy qu'il faut demander de manière supplémentaire à son assureur, que ce soit Allstate, State Farm, Geico, peu importe, puisque de manière quasiment automatique en France, nous avons cette responsabilité civile. Même quand on prend une assurance santé complémentaire, nous avons une responsabilité civile de, par exemple, 15 millions d'euros en France, et généralement, on n'est pas du tout poursuivi de la même manière que l'on pourrait être aux États-Unis. Je vous donne un exemple simple. Imaginez que vous conduisez votre voiture et vous avez un accident et malheureusement, vous renversez quelqu'un qui a, par exemple, 30 ans et qui gagne 100 000 $. Comme cette personne aurait pu travailler pendant 30 ans, 30 fois 100 000 $, ça fait 3 millions de dollars, sans prendre en considération potentiellement l'inflation. Et donc, la compagnie d'assurance, si vous avez le maximum, donc 250 000 $ par personne, cette compagnie d'assurance va payer ces 250 000 $ et la différence serait potentiellement pour votre poche. Soit vous avez l'argent, soit ils vont tâcher un prêt pour pouvoir faire face à cette problématique. Donc, l'umbrella policy va se rajouter en termes de niveau de protection. Ça s'achète généralement par tranche de millions de dollars et on va recommander de prendre au minimum un montant d'assurance umbrella policy au minimum supérieur ou égal à votre montant net de patrimoine qui serait une des premières pierres à l'édifice en cas de pépin. Donc, voilà les 3 premiers. Si vous n'avez pas d'umbrella policy, généralement, vous êtes dans le underprotected sur les 2 premiers. Le jour où vous avez une umbrella policy, on pourra passer l'ensemble des 3 premiers points au niveau optimal. Les 3 suivants, c'est au niveau des pépins liés à la santé. Donc, évidemment, avoir une assurance santé aux États-Unis, c'est quasiment indispensable parce que faire un tour à l'hôpital aux États-Unis, si on est alité par exemple pendant 1 mois aux États-Unis, on peut avoir une note de frais de près de $1 million. Donc, avoir une assurance santé aux États-Unis, surtout d'un point de vue catastrophique, dans un premier temps. Après, c'est vrai que si on a une grande famille, qu'on a besoin d'aller chez le docteur, etc., on pourrait avoir des instruments d'assurance santé peut-être qui sont plus chers tous les mois, mais au minimum d'avoir une assurance santé d'un point de vue catastrophique, puisque les montants liés à une prise en charge sont extrêmement élevés. L'avantage depuis Obamacare, c'est que tous ces plans de santé sont illimités en termes de payout, c'est-à-dire que si vous avez vraiment un pépin de santé, au-delà de ce qu'on appelle le déductible ou ce qu'on appelle le out-of-pocket maximum, vous n'avez pas de frais supplémentaires et vous pouvez limiter le potentiel de perte. Deuxièmement, c'est ce que j'appellerais l'assurance invalidité. Généralement, quand on est employé, on a une assurance invalidité à court terme et une assurance invalidité à long terme. La problématique de planification financière se focalise sur l'invalidité à long terme. Si nous n'avons plus la capacité d'aller nous lever le matin et d'aller travailler, si cela devait s'arrêter, est-ce qu'il serait possible d'avoir un chèque
qui tombent tous les mois pour garder le style de vie, pouvoir aussi planifier pour l'avenir. Donc, généralement, on a 50 à 60% du salaire qui est couvert à travers l'employeur. La question à se poser, c'est est-ce suffisant? Et on a la possibilité de prendre un montant supérieur, soit de manière personnelle ou à travers l'entreprise avec des plans volontaires. On est un tout petit peu passé peut-être la période des elections pour vos benefits, mais si vous avez la possibilité généralement de prendre un montant volontaire supplémentaire pour la long-term disability, ça ne coûte quasiment rien et ça vaut généralement le coup de le prendre de manière supplémentaire pour être dans un schéma un peu plus optimal. La partie long-term care, ce sont les soins dépendance. Si un jour nous devons avoir besoin d'une maison médicalisée, c'est très cher aux États-Unis. Ça peut coûter entre 11 et 14 000 $ par mois pour quelque chose de plutôt moyen. Donc, on a des possibilités de s'assurer en amont pour ce type de dépenses. Et il y a même des instruments qui pourraient fonctionner même en cas de retour en France. Voilà les 3 points liés à des pépins de santé. Les 4 points suivants sont liés à vos documents testamentaires. Le fait d'être français qui vit ici aux États-Unis, le fait d'avoir une situation internationale fait que nous avons des problématiques précises qui sont liées à cela. Et notamment, nous stressons cela un tout petit peu plus généralement quand nous avons une famille avec des enfants mineurs. Donc, voyez les 4 points à l'écran, le will, le trust, le power of attorney et le living will. J'ajouterai également un 5e élément qu'on appellerait de guardianship. Alors, quels sont ces 5 points? Le will, c'est le testament. Où irait mes biens en cas de décès. Deuxièmement, c'est le trust. Il y a 2 types de trust révocable et irrévocable. Le trust irrévocable, potentiellement, vous pourrez vous permettre de pouvoir réduire l'impact de succession à terme. On va faire un point sur la partie succession avec Jean-Philippe. Le power of attorney, ce sont les procurations à la fois médicales et financières. Médicales, tout simplement, parce que même si avec ma femme, nous sommes mariés, je n'ai aucune possibilité de prendre des décisions médicale pour son futur si je n'ai pas ce document en ma position qui sont les procurations médicales de par les HIPAA rules et également les procurations financières, notamment si vous avez des comptes séparés et que vous êtes en incapacité, et bien ça peut permettre potentiellement à l'époux ou l'épouse de pouvoir accéder au compte en cas d'incapacité. Le living will, ce sont les dernières volontés. Si vous êtes en position léthargique, végétative, que vous puissiez avoir un plan à ce moment-là. Et dernièrement, c'est l'aspect de guardianship. Et là, on stresse cela un peu plus que potentiellement les autres points. C'est que si vous avez des enfants mineurs et que vous avez une situation internationale, s'il y a un pépin avec les parents, les enfants potentiellement peuvent se retrouver à la DAS pendant au moins 1 an dans l'état dans lequel vous résidiez avant qu'une solution puisse être trouvée pour les enfants. Donc, avoir à la fois ce qu'on appelle gardiens temporaires de quelques semaines et également permanents va pouvoir permettre aux enfants de pouvoir être récupérés par la famille très rapidement. Donc, voilà les 5 points liés au document testamentaire. Le buy-sell agreement, si nous sommes partenaires d'un business, une des raisons numéro 1 qu'un business sell, c'est le fait qu'il n'y ait pas de buy-sell agreement place, c'est-à-dire un rachat de parts en cas de soit de pépin ou de retraite, par exemple, si on a une invalidité, un décès, une retraite, un divorce, etc., qu'il n'y ait pas d'impact direct sur la compagnie et que ce type d'agreement soit ce qu'on appelle funded. En cas d'invalidité, en cas de décès, etc., qu'il y ait un plan et également un plan financier derrière en cas de pépin. Et dernièrement, c'est ce qu'on appelle le life insurance, c'est l'assurance décès ou l'assurance vie. Ici aux États-Unis, il y a plusieurs types, on va le voir. Donc déjà, avoir le bon montant pour pouvoir protéger sa famille en cas de pépin, puisque potentiellement, on a des mortgages ou pour pouvoir garder le style de vie de la famille, que l'on soit encore en vie ou non. Donc, on va voir ensemble ce type d'instrument-là. On peut potentiellement être underprotected selon le type, mais également le montant en termes d'assurance vie et décès. Voilà les 12 points sur lesquels on va pouvoir commencer à regarder notre stratégie patrimoniale. Le plus rapidement on est dans le vert et le mieux on sera pour pouvoir prendre des décisions patrimoniales et faire construire du patrimoine. À ce titre, parlons justement de stratégie patrimoniale. Dans un premier temps, on va faire un point sur la stratégie patrimoniale dite à la française, celle où nous avons tous été éduqués d'une certaine manière. Et en quelques mots, je vais vous l'expliquer. En phase d'accumulation, pendant qu'on travaille, on a la capacité de mettre de l'argent de côté, que l'on va essayer de diversifier avec du cash à la banque, dans l'immobilier, dans le financier, dans des programmes de retraite, etc. On va se diversifier et on va essayer d'accumuler un certain patrimoine. Et arriver à la retraite, l'idée, c'est de pouvoir garder ce patrimoine le plus sûr possible. Imaginez que vous avez investi dans l'immobilier, vous allez avoir payé les prêts immobiliers, vous gardez votre immobilier et vous allez être rentier. Vous allez récupérer des revenus de ce patrimoine et vous allez faire ça pour le reste de votre vie. Et le jour du décès, ce qui restera sera donné aux enfants à la génération future.
Eh bien, sachez que cette stratégie-là, c'est la meilleure stratégie à mettre en place en France. Il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. On a tous été éduqués d'une certaine manière et quand on va s'exporter à l'étranger, peu importe où dans le monde, on va continuer stratégiquement parlant à essayer d'accumuler ce patrimoine et de vivre des revenus du patrimoine de par le risque de longévité. La problématique de cette stratégie dite à la française, si l'objectif est de garder le style de vie, malheureusement, cette stratégie est vouée à l'échec. Elle est vaine. Je peux croiser les doigts autant que je veux pour mes parents, par exemple, qui sont restés en France, qui ont 67, 68 ans, qui sont encore en France, qui sont exactement dans cette stratégie-là. Ils ont les revenus dits de base de retraite française, avec complémentaires, mais également avec leur petit nest egg. Ils peuvent se récupérer des revenus de leur patrimoine et ils vont faire ça pour le reste de leur vie. La problématique, c'est qu'ils n'auront pas la capacité de garder le style de vie, puisque que l'on veuille ou non, quand on partira à la retraite, on va faire face à une vingtaine de risques qui va mettre tellement de pression au quotidien que ça va être extrêmement compliqué. Je ne vais pas faire l'ensemble des 20 risques, mais je vais mettre en exergue les 5 majeurs que vous voyez à l'écran. Premièrement, c'est la longévité. À l'inverse de nos arrière-grands-parents qui vivaient peut-être 2-3 ans à la retraite, de par l'espérance de vie, maintenant, on a potentiellement la chance de vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à la retraite. Et à ce titre, plus nous sommes en vie et plus ça va être un coefficient multiplicateur de tous les autres risques. Deuxièmement, c'est l'inflation. À l'heure actuelle, en plus, year to year, aux États-Unis, on a une inflation qui est très élevée. On parle de quasiment 6,5% cette année. On ne s'attend pas que ce soit de l'hyperinflation sur le long terme. Mais l'inflation a un vrai impact sur notre capacité à garder notre style de vie. Et donc, il faut prendre cela en considération. Troisièmement, c'est la taxation. Nous sommes encore à l'heure actuelle dans un bas historique au niveau de la fiscalité aux États-Unis. Nous sommes à 37% au taux marginal supérieur en termes d'imposition sur le revenu. Nous étions à 39,6% il y a 3 ans. Nous étions à 70% dans les années 70, 93% dans les années 30-40. Historiquement, nous sommes très bas. Si nous revenons sur une moyenne et une médiane historique, et nous sommes en train potentiellement, et peut-être que Jean-Philippe va toucher peut-être quelques mots là-dessus, il y a des changements potentiellement qui arriveront dès l'année prochaine, avec le plan Biden de la fiscalité. Et à ce titre, on s'attend potentiellement à une augmentation des impôts. Et donc, évidemment, plus ces impôts sont élevés, et moins sera ce que l'on gardera dans notre poche pour garder notre style de vie. Et dernièrement, c'est la volatilité. C'est le risque dont on va devoir prendre pour pouvoir générer ce revenu pour le reste de notre vie. Premièrement, c'est ce qu'on appelle l'ordre des rendements. Il faut savoir que les 5 années après la retraite et les 5 années avant la retraite, cette zone de 10 ans, c'est la zone la plus dangereuse de toute la planification financière. S'il arrivait quoi que ce soit de majeur dans cette zone-là, tel qu'un crash du marché financier et immobilier tel qu'on l'avait vécu en 2008, eh bien, tout ce qu'on a pu accumuler en phase d'accumulation aura un impact négatif pour le reste de notre vie. On ne pourra potentiellement pas garder le style de vie. Et c'est pour ça que de nombreux Américains, ayant leur stratégie patrimoniale focalisée en financier et en immobilier, lors d'un crash, eh bien, quelle est la solution quand on se rapproche de la retraite? C'est de continuer d'aller à travailler pour pouvoir faire en sorte que nos revenus, en tout cas notre nest egg, remonte et puis avoir le style de vie espéré pour le reste de notre vie. Donc, à prendre en considération que cette partie-là de la zone de la planification financière est la plus dangereuse. Et la question à se poser déjà en amont, si vous n'êtes pas encore là, c'est comment puis-je dès maintenant réduire l'impact de l'ordre des rendements? Et on va voir aujourd'hui comment on va pouvoir le faire. Et dernièrement, c'est le risque en lui-même. Pour pouvoir générer du revenu, il faut prendre un certain montant de risque. Il y a cette compagnie de recherche en investissement qui s'appelle Morningstar, qui a essayé de faire un sujet de recherche et qui s'est dit combien est-ce que je peux me permettre de revenus de mon patrimoine, notamment financier, pour pouvoir avoir un certain montant de style de vie, de revenus, pour le reste de ma vie, avec quel montant de probabilité. Ils en sont arrivés à la conclusion que basé sur 4% de revenus, qui était un petit peu la norme historique, si on prenait 4% de son portefeuille, par exemple, si on a $1 million de portefeuille, on prend 4%, $40 000 par an, eh ben, la probabilité de succès serait de 70%. Ça veut dire qu'on aurait 30% de chance de ne pas garder notre style de vie et d'être en situation de forte difficulté, de devoir continuer à travailler pour pouvoir garder le style de vie. Le montant sur lequel on va pouvoir augmenter cette probabilité de succès, d'être proche de 99%, ce revenu n'est que de 2,81%. 2,81% à l'heure actuelle, ce n'est quasiment rien. Mais si on prend plus de risques pour pouvoir avoir un revenu supérieur à cela, on va réduire la probabilité de succès. Donc 2,81 pour chaque $1 million qu'on a de côté, il va falloir mettre des millions et des millions de dollars de côté pour pouvoir avoir le style de vie espéré. Donc, je n'ai pas encore parlé des autres 15 risques, tels que l'augmentation des coûts de la santé, etc. Voilà. Je vous souhaite une excellente bonne journée et puis bon courage avec votre stratégie patrimoniale. Donc, merci. On va voir ensemble que rester stratégiquement parlant dans une stratégie à la française va être très compliqué de garder la stratégie, mais le fait
d'être résident fiscal américain va nous ouvrir les possibilités pour pouvoir être dans une bonne et meilleure position que l'on reste aux États-Unis ou que l'on rentre en France. Et je vais laisser la parole à Jean-Philippe pour parler un petit peu plus de planification fiscale au sein de cette stratégie patrimoniale. Tout à fait. Merci. Parce qu'effectivement, pour pouvoir construire un patrimoine qui va vous permettre de vivre à la retraite ou acquérir les divers produits dont va parler Alexandre tout à l'heure, eh bien, il faut avoir de l'argent. Et évidemment, quand on gagne de l'argent, on veut minimiser l'impact fiscal pour pouvoir justement, déjà au quotidien vivre mieux, mais aussi pouvoir maximiser ses investissements. Donc, idéalement, comme dans tout investissement, il va falloir ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en termes de revenus. Pourquoi? Parce que déjà, on sépare les risques et en plus, on va avoir une fiscalité qui va être différente pour chaque type de revenu. Au niveau des salaires, la majorité d'entre vous sont salariés, vous connaissez la fiscalité. On a un taux ordinaire, tant au fédéral qu'au niveau state et city. Mais on va avoir des taux qui vont être plus intéressants, par exemple sur des distributions de profits, donc des dividendes. Si vous êtes propriétaire de votre C-Corp, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous verser des dividendes qui, au niveau fédéral, seront imposés au maximum à 20%, puisque ce seront des qualified dividends. Si vous investissez sur des portefeuilles de placement, à ce moment-là aussi, certains dividendes que vous allez recevoir seront imposés au même titre que les qualified dividends, donc à un taux qui pourra être potentiellement et très certainement être moindre que votre taux d'imposition ordinaire sur salaire. Vous allez aussi parfois, pour certains, recevoir des stock options qui vont avoir une fiscalité parfois privilégiées, surtout si elles proviennent de petites entreprises. D'autres vont investir, parce qu'en termes d'equity, vont investir sur des portefeuilles d'actions. Donc, qui dit acheter des actions, dit les revendre. Ou d'autres d'ailleurs, quand je parle d'actions, ça va être aussi d'autres supports financiers, d'y les revendre avec une imposition sur les capital gains, donc les plus-values. Si on garde une action ou un titre ou une propriété d'ailleurs qui peut être un investissement immobilier plus d'un an, on va avoir au niveau fédéral un taux d'imposition qui sera privilégié, qui va se situer entre 15 et 23,8%. Alors certains d'entre vous vont dire, attendez, n'importe quoi, c'est qu'entre 15 et 20. N'oubliez pas, il y a une surtaxe de 3,8% qui va s'appliquer en fonction des revenus et de la plus-value réalisée. Mais donc au maximum, vous serez à 23,8 et non plus à 37 que sont les taux maximum sur les revenus ordinaires. Au niveau state, en général, par contre, il n'y a pas de différence entre capital gain et revenus ordinaires, donc on n'a pas de taux privilégié pour les capital gain, ni d'ailleurs pour les dividendes. Donc voilà, l'idéal va être de faire un mix de tout ça pour arriver à récupérer le maximum de cash possible. Évidemment, quand on est salarié, mais il va falloir investir sur des portefeuilles pour pouvoir bénéficier de dividendes ou de capital gains, donc portefeuille ou sinon investissement immobilier. Quand on est entrepreneur, soit on va avoir une société transparente, donc type LLC, S-Corp, où l'ensemble des revenus de la société vont être taxés entre nos mains, donc on n'a plus deux niveaux d'imposition, un niveau société comme une C-Corp et puis un niveau perso quand on se distribue les revenus. On fait sauter une catégorie d'imposition. Si nous sommes en C-Corp, on va pouvoir jouer avec le salaire que l'on se verse et les dividendes que l'on va se verser pour arriver à équilibrer avoir un taux d'imposition global sur nos revenus qui soit plus faible que sur des salaires, par exemple. Donc voilà, je ne peux évidemment, là, ne connaissant pas toutes les personnes qui nous écoutent, je ne peux pas donner de conseils optimal, c'est vraiment du cas par cas, c'est en fonction de la volonté de chacun, des capacités de chacun, mais sachez qu'on peut jouer. Voilà, les États-Unis sont un pays où il y a beaucoup d'obligations fiscales, où il va falloir les remplir de manière très carrée, mais on va pouvoir jouer tout en restant évidemment dans la légalité. Voilà, c'est un peu ce que je veux, ma petite pierre à l'édifice de la construction patrimoniale. Et si je peux revenir sur ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure, Alexandre, tu parlais de buy and sell agreement. Effectivement, c'est très important. Ça va être important d'un point de vue de la protection juridique. Ça vaut effectivement en cas de décès, mais ça peut valoir en cas de divorce, ça peut valoir en cas de mésentente entre les associés. C'est extrêmement important parce que souvent, vous allez vous lancer
en business, vous allez aller sur Incorporate, créer votre société. Vous n'aurez pas fait d'operating agreement. Vous allez être associé avec quelqu'un. Quand tout roule, c'est génial, ça marche. Mais le jour où il y a un pépin, le jour où il y a un problème, là, ça peut être la catastrophe. J'ai vu des cas ce sont des clients que nous avons récupérés par après, mais qui ont été dramatiques. Donc, pensez bien à rédiger un operating agreement qui va effectivement comprendre un buy and sell agreement. C'est extrêmement important. Voilà, nous sommes dans un pays où l'entrepreneuriat est très facile, la création de structures juridiques est très souple. Donc, il faut prévenir au maximum les risques. C'est sûr, ça coûte un peu d'argent au départ, mais au moins, vous pouvez dormir tranquille. Absolument. Et je rebondirai juste là-dessus, c'est qu'à USA France Financial, nous avons une section juridique et nous revoyons gratuitement les buy and sell agreements. C'est-à-dire que si vous en avez un en place ou que vous souhaitez l'updater ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les envoyer. On les revoit gratuitement et on vous donne des key points à regarder sur ce type de point-là. N'hésitez pas. Merci Jean-Philippe de mettre l'accent sur ce type de problématique. Dans un deuxième point, et on va rentrer un peu plus dans les solutions, c'est que quand on est français, on a discuté ensemble, la stratégie de la française, c'est ce qu'on appelle en américain, en anglais, probability based. C'est basé sur les probabilités de succès. Le fait de pouvoir combiner deux stratégies patrimoniales financières qu'on appelle le bucketing et le flowing, en plus de la stratégie de probabilité à la française, la combinaison de ces stratégies va vous permettre d'être dans une bien meilleure position. Alors, qu'est-ce qu'est la stratégie de bucketing et qu'est-ce qu'est la stratégie de flooring? Alors, en quelques mots, on va commencer par la stratégie flooring. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que dans notre vie, nous avons deux types de dépenses. Nous avons les dépenses dites primaires ou de base et nous avons les dépenses dites discrétionnaires, fun money. Les dépenses dites primaires, c'est quelque chose qui est très personnel, qui est très émotionnel même de temps en temps. C'est le montant sur lequel on se sent confortable si nous avons ces rentrées d'argent parce qu'on sait qu'on va avoir ce montant-là qui va quasiment sortir tous les mois. Pour certaines personnes, ça peut être 2 000 $ par mois. Pour d'autres, c'est 5, 10, 15, 20. C'est extrêmement personnel. Et sans ces dépenses de base, on ne va pas se sentir confortable pour pouvoir prendre d'autres prises de décision pour pouvoir voyager, dépenser de l'argent pour les enfants, pour les petits-enfants, pour pouvoir aller au restaurant, etc. Et donc, l'objectif stratégique, c'est que si le jour où on arrive à la retraite et qu'on peut avoir des revenus garantis pour le reste de notre vie sur les dépenses de base, le reste des actifs accumulés, les revenus générés par ces autres actifs vont pouvoir être utilisés uniquement pour le fun money. Donc, mettre en place une stratégie, on va pouvoir mettre en place donc cette stratégie-là pour pouvoir avoir des revenus garantis à vie pour les dépenses de base, fait que maintenant, on aura le reste de notre patrimoine juste pour le fun money. Donc, premièrement, c'est de mettre en place cette stratégie de flooring. Deuxièmement, c'est de mettre en place cette stratégie qu'on appelle de bucketing. Pourquoi? Parce que généralement, quand on pense à la retraite, posez-vous peut-être la question, mais généralement, on a la phase dite d'accumulation, on va mettre de l'argent de côté, on va travailler, et puis on a deuxièmement la phase de retraite. Et on ne pense pas vraiment en détail à la retraite, c'est un petit peu flou peut-être même dans notre esprit, on se dit, bon, à la retraite, j'aimerais commencer à pêcher, etc. Mais on pense à la retraite que d'une seule période. Or, quand on partira à la retraite, très probablement, on va passer par 3 phases. Premièrement, c'est ce que j'appellerais les go-go years. C'est qu'on a la santé, la vitalité, on a les enfants, potentiellement déjà les petits-enfants, et on va vouloir dépenser un maximum d'argent, on veut profiter de nos belles années de retraite, et on espère, je touche du bois, que ces années durent le plus longtemps possible. Et donc, on va probablement dépenser pas mal d'argent pour pouvoir soutenir ce style de vie. Deuxièmement, malheureusement, on va commencer à perdre un petit peu en mobilité, en motricité, et ce que j'appellerais les slow-go years. Et à ce titre, on va commencer à dépenser un peu moins d'argent, se replonger dans les livres ou dans Netflix et dépenser un petit peu moins d'argent dans cette phase-là. Et malheureusement, la dernière phase de notre vie, c'est ce que j'appellerais les no-go years. On va commencer à être alité, les pépins de santé vont pouvoir se développer et ainsi, on va de nouveau dépenser un peu plus d'argent de par les dépenses de santé. Donc, en termes de dépenses de retraite, c'est comme si on avait une courbe du sourire avec beaucoup de dépenses au début, puis un peu moins de dépenses au milieu, et de nouveau beaucoup de dépenses à la fin, plus les problématiques peut-être de succession si on souhaite laisser un petit quelque chose au minimum à la génération future. Donc, stratégiquement parlant, l'idée sur le reste des actifs stratégiquement, c'est de pouvoir compartimenter cela, dédier certains actifs à certaines phases de vie.
Et on va voir dans un dernier temps, aujourd'hui, comment on va pouvoir faire cela. Mais dans un premier temps, pour la partie flowing, je souhaite vous montrer les 5 sources de revenus garanties pour le reste de notre vie. Premièrement, c'est la sécurité sociale française, si vous avez travaillé en France. Deuxièmement, les sources de sécurité sociale américaines, si vous avez travaillé aux États-Unis. Troisièmement, les complémentaires de retraite, notamment françaises, Agirc, Arco, etc. Quatrièmement, ce qu'on appelle les Defined Benefit Plans. Si vous avez encore la chance de travailler pour un employeur ici aux États-Unis qui a des revenus garantis pour vous plus tard, il faut savoir que jusqu'aux années 70, c'était la norme. Depuis maintenant, à nos jours, que 13% des compagnies ont un Defined Benefit Plan pour le bénéfice de leurs employés. Et ce serait un plan qui serait mis de côté pour vous garantir un revenu pour le reste de votre vie. Et dernièrement, c'est ce qu'on appelle les Income Annuity. Ce sont des instruments ici aux États-Unis pour pouvoir vous garantir un revenu pour le reste de votre vie. Si le cumul de ces 5 sources revenus fait que vous avez un revenu garanti pour le reste de votre vie, imaginez que vous avez besoin de $5 000 par mois pour vous sentir confortable. Si le cumul de ces 5 sources fait que vous avez $5 000 par mois, vous allez vous sentir très confortable pour le reste de vos revenus. Donc, faisons un point sur ce 5e point pour vous expliquer comment fonctionne un Income Annuity. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'annuités aux États-Unis, ce qu'on appelle des capital annuities, des fixed, etc. Je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle un variable income annuity. Alors, comment ça fonctionne? Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a, par exemple, 55 ans et qui dépose $100 000 dans ce qu'on appelle un income annuity au travers d'une compagnie d'assurance ici aux États-Unis. Alors, certaines compagnies vont, par exemple, vous dire « je vais vous garantir x2 sur votre capital en 10 ans ». Donc, ça voudrait dire qu'entre 55 et 65 ans, mon capital est garanti au minimum d'augmenter à $200 000. Et ce qui est intéressant avec ce type d'instrument, c'est que ces $100 000 sont investis sur le marché financier. Et si le marché se porte bien et qu'on a plus que $200 000, par exemple $300 000, on prendra $300 000 en considération. Si c'est 250, on prendra 250. Mais s'il n'y a plus que 100 ou 0, on sera garanti ce minimum-là de $200 000 pour le calcul de nos revenus garantis pour le reste de notre vie. Donc, c'est comme si on investissait sur le marché financier, mais qu'un filet de sécurité qui serait au minimum x2 en 10 ans. Basé sur ce montant minimal ou supérieur, si c'est le cas échéant, on va calculer un revenu garanti pour le reste de votre vie. Pour quelqu'un, par exemple un homme de 65 ans, les taux à l'heure actuelle sont autour de 5,5%. Je vais prendre 5% pour l'exemple. 5% de $200 000, c'est qu'on est garanti un chèque de $10 000 par an pour le reste de notre vie. C'est garanti de rentrer. Ce ne sera jamais inférieur à cela. Même si notre valeur de portefeuille continue d'augmenter ou baisse, même va jusqu'à 0, peu importe, on continue de toucher ces $10 000 par an pour le reste de notre vie. Si c'est évidemment $300 000, $300 000 à 5%, c'est $15 000 pour le reste de notre vie, bien évidemment. L'avantage de planification financière, il y en a plusieurs, il y en a 3. En termes de garantie, c'est la garantie du montant que l'on a mis dedans, une garantie d'accumulation minimale et tout l'upside potentiel du marché, et ce garantie de revenus pour le reste de notre vie. Mais en plus de cela, il peut également avoir des avantages fiscaux, notamment quand on met $100 000 dans un contrat d'annuité, donc toute la phase d'accumulation, il n'y a aucun impôt, et le jour où on va toucher ce revenu, on va devoir de l'impôt, on va s'acquitter de l'impôt, et bien l'IRS va calculer ce qu'on appelle une espérance de vie. Pour un homme de 65 ans, l'espérance de vie est de 83 ans. Et donc, pour les 18 premières années, il y aura ce qu'on appelle un exclusion ratio, où on a le capital plus les intérêts. Il n'y aura que les intérêts qui vont être payés. On va devoir être taxé. Donc, par exemple, sur ces $10 000, si $5 000 est considéré comme le capital et $5 000 les intérêts, on aura des impôts à payer que sur les $5 000. Et cela est allé sur une très longue période de temps jusqu'à l'espérance de vie. Donc, avantage à la fois de fiscal, mais également avantage de planification financière de par les garanties et qui va pouvoir assouvir ce rôle de flowing au sein de la stratégie globale. On va passer, si tu le souhaites, Jean-Philippe, à la fiscalité des investissements à la fois sur le côté US, mais également sur le côté français. Exactement, parce que certains vont composer leur patrimoine d'investissement immobilier. Alors évidemment, la première chose à laquelle on pense en termes d'investissement immobilier est de se mettre un toit sur la tête. On va acheter notre résidence principale. Donc là, c'est très simple. Les règles sont extrêmement faciles. N'achetez pas en société quand vous achetez votre résidence principale. Achetez à votre nom propre. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir bénéficier d'un abattement sur la plus-value que vous allez réaliser. Cet abattement est de $250 000 par personne du couple. Donc, si vous êtes marié, vous aurez un abattement de $500 000 sur la plus-value réalisée, à condition que vous ayez habité pendant 2 ans à minima dans la maison
sur les 5 années qui précèdent sa vente. Donc, ce ne sont pas forcément 2 ans consécutifs, ça peut être par tranche de quelques mois. Voilà, si vous respectez ces conditions, eh bien, vous aurez droit à un abattement de 250 000 $ par personne du couple. Si nous allons plus loin dans les investissements immobiliers, donc là, un investissement pur, donc on achète un bien qu'on va mettre en location, eh bien, vous allez pouvoir l'acheter de 2 façons. Soit en direct, vous louez, donc vous achetez à votre nom, vous louez, vous percevez les loyers, vous payez les charges, vous êtes imposé sur le résultat fiscal. Je vais y venir de suite, dans quelques secondes. Soit vous achetez via une structure juridique. Une structure juridique qui sera, comme je le disais tout à l'heure, soit une LLC, soit une S-Corp, soit une C-Corp. On peut aussi avoir des partnerships. Mais dans l'idéal, peu importe la structure que vous choisissez, évidemment, il y a des structures fiscales optimales, encore une fois, qui dépendent de chacun. Je conseille d'acheter via une structure juridique. Là, nous ne sommes plus sur une problématique fiscale, mais une problématique de protection de patrimoine. Nous sommes dans un pays qui est assez procédurier. Donc, mettons que vous louiez un appartement à une famille avec enfants, vous avez très bien fait les choses, et puis malheureusement, un des enfants s'électrocute dans la prise. Pour une raison X ou Y, vous êtes reconnu comme responsable. Si vous n'avez pas de structure juridique, on va pouvoir venir taper sur l'ensemble de votre patrimoine. D'accord? Donc, aller chercher de l'argent partout, sur tout ce que vous possédez. Si vous avez une société type LLC, qui est la plus utilisée, et je vais vous expliquer pourquoi, eh bien à ce moment-là, la responsabilité sera limitée au patrimoine de la société. Et de quoi est-il constitué? Du bien immobilier, un emprunt souvent en face, donc un patrimoine net qui est plus faible que votre patrimoine personnel, et le compte bancaire de la société. C'est tout, ça s'arrêtera là. Après, évidemment, si vous faites n'importe quoi avec le bien, si vous avez des câbles électriques qui pendent dans la baignoire, bon, ben là, c'est de votre faute. Et à ce moment-là, on pourra aller faire sauter ce qui s'appelle le corporate veil, mais ce sont des cas qui sont assez rares. Donc, idéalement, créer une structure juridique. Comme je le disais, principalement 3 types de structures, S-Corp, LLC, C-Corp. La C-Corp est une société qui paye ses impôts. C'est une société par action qui va payer ses impôts, donc l'équivalent français des SA, SARL, SAS, EURL, tout ce que vous pouvez imaginer qui sont soumis à impôts sur les sociétés. Pour récupérer, une fois que la société a payé ses impôts, pour récupérer l'argent, vous allez devoir vous verser soit des dividendes, soit un salaire. Donc, avec une nouvelle couche d'imposition. Donc, ça n'est pas forcément l'idéal, surtout que si vous avez une société transparente type LLC, donc là, la LLC sera dans le cadre immobilier à peu près comparable à une SCI. C'est-à-dire la société ne paie pas d'impôts, vous allez les payer à sa place. Il faut savoir qu'un bien immobilier, lorsqu'il est loué, les modalités déclaratives et les modalités de calcul de la base imposable, peu importe la façon dont vous aurez acheté le bien, en personnel, via une C-Corp, via une LLC, les modalités de calcul de la base imposable seront exactement les mêmes. Alors, quelles sont-elles? Ce sont les loyers encaissés, moins les charges, moins les intérêts d'emprunt. On ne déduit pas le capital, puisque le capital, c'est prendre d'une poche pour le mettre dans une autre. Quand on rembourse du capital, on va le retrouver dans la valeur du bien une fois qu'on l'aura vendu. On va récupérer le cash lié au remboursement du capital. Moins un amortissement qui va être pratiqué sur 27 ans et demi. Ce qui fait qu'en général, vous allez vous retrouver sur vos biens loués aux États-Unis avec une perte fiscale. D'accord? Donc là, vous le comprenez certainement, la C-Corp n'a pas forcément d'intérêt. La LLC en aura puisqu'elle est transparente. La perte fiscale va remonter directement dans votre déclaration et va pouvoir être utilisée contre d'autres revenus fonciers qui seraient positifs, eux, en termes de location, notamment des revenus fonciers étrangers. On va en parler tout à l'heure. Mais elle ne sera pas toujours déductible de vos autres types de revenus, type par exemple salaire. Pourquoi? Parce que les salaires sont considérés comme des revenus actifs, les revenus fonciers comme des revenus passifs. Pour pouvoir déduire une perte immobilière, une perte fiscale immobilière, eh bien, il y a plusieurs conditions à respecter. Vous pourrez la déduire si vous gagnez au total moins de 100 000 $. Donc là, vous pourrez déduire
jusqu'à 25 000 $ de perte foncière. Au-delà de 100 000, entre 100 et 150 000, vous pourrez déduire 50 centimes 50 centimes de perte par dollar de revenus au-dessus des 100 000. Et au-delà de 100 000, on ne peut plus rien déduire du tout. Alors, que se passe-t-il? Cette perte, rassurez-vous, n'est pas perdue. En fait, vous la gardez et vous la reportez d'année en année. Et donc, soit vous la mettrez dans le futur, elle viendra se déduire de revenus fonciers positifs, soit elle viendra se déduire de la plus-value que vous réaliserez sur la vente. Donc, comme vous le comprenez, au niveau immobilier, il est assez intéressant soit pas forcément d'acheter en direct, mais d'acheter avec une LLC, quoique la fiscalité en direct et en LLC sera exactement la même. L'impact fiscal pour vous sera le même, d'accord? Si vous achetez via une LLC, vous aurez une protection juridique supplémentaire. Donc, vous pouvez avoir un levier fiscal qui est quand même assez phénoménal en termes d'investissement immobilier, puisque vous pouvez vous retrouver avec des revenus fonciers sur lesquels vous ne payez pas d'impôts et au moment de la vente, une plus-value qui sera amoindrie par les pertes qui ont été générées. Donc ça, c'est le schéma parfait. Attention cependant, juste au niveau de l'amortissement. Donc, vous amortissez tous les ans. Quand vous vendez, vous avez une récupération d'amortissement qui est imposée, elle, à un taux fixe de 25%. Donc ça, c'est un peu la contrepartie. Mais ça permet quand même de faire grossir un patrimoine à l'abri des impôts pendant une période assez conséquente. Si certains d'entre vous ont déjà des investissements immobiliers, qu'ils louent et qu'ils sont en positif, qu'ils payent des impôts là-dessus, vous dites c'est super en fait, c'est super pour vous. Pourquoi? Ça veut dire que vous avez acheté un bien immobilier à bas prix et que vous le louez très bien. Donc, vous pouvez juste vous dire, ne râlez pas, dites-vous que c'est un bon investissement. Voilà, le fait de payer des impôts sur ces revenus fonciers américains est un bon indicateur de la qualité de l'investissement, de la réussite de l'investissement. Voilà pour ce qu'il en est aux États-Unis. Évidemment, encore une fois, quant à la structuration de l'acquisition, ça reste du cas par cas, dépendant de ce que vous voulez acheter, d'où vous voulez acheter aussi. Si certains sont en France et qu'ils veulent acheter aux États-Unis, on pourra mettre en place d'autres structures juridiques pour minimiser un impact fiscal côté français, parce que n'oubliez pas si ceux qui nous écoutent sont en France, eh bien la France impose comme les États-Unis sur les revenus mondiaux, donc vous devrez déclarer vos revenus fonciers américains en France, et puis après avec des jeux de crédit d'impôt. Justement, en parlant d'imposition sur les revenus mondiaux, les États-Unis imposent eux aussi sur les revenus mondiaux, donc peu importe où vous habitez sur le territoire américain, vous devrez déclarer l'ensemble de vos revenus mondiaux aux États-Unis. Donc, si vous avez des revenus français, des revenus hongkongais, parce que ça arrive souvent, des revenus canadiens, peu importe dans le monde, vous devrez les déclarer aux États-Unis, d'accord? Avec des jeux de crédit d'impôt entre les deux pays. C'est-à-dire que si le revenu est imposable en priorité dans le pays source, vous le déclarez aux États-Unis et puis vous aurez droit à un crédit d'impôt côté américain. Et justement, ceci intervient quand vous achetez des biens immobiliers en France, que vous les louez. Il faut savoir que dans la majorité des pays, l'investissement immobilier est imposé en priorité dans le pays dans lequel il est situé. Donc, en France, vous êtes imposé en tant que non-résident sur vos revenus fonciers. Vous déclarez ces revenus fonciers aux États-Unis. Selon les modalités américaines, si vous déteniez le bien en direct, ce qui fera que vous aurez peut-être en France un revenu imposable, côté américain, un revenu qui ne l'est pas, un revenu foncier, mais on dit quand même à l'IRS que vous avez payé des impôts en France, comme ça vous pourrez utiliser ces impôts dans le futur, dans le cas où potentiellement vos revenus fonciers français seraient taxables aux États-Unis à un taux supérieur aux impôts français. À ce moment-là, on viendrait taper dans votre bagage de crédit d'impôt que vous avez accumulé au fil des ans. Surtout, certains d'entre vous se disent moi j'ai un appart en France, là à Paris, mais je ne le déclare pas. Et puis de toute façon, il est en SCI. Il y a un peu toute la famille dedans. Alors là, faites très attention parce que quand vous détenez en France un bien immobilier via une structure juridique, notamment les plus utilisés sont les SCI pour des questions successorales, côté américain, vous avez une obligation absolue de le déclarer. Il va falloir déclarer que vous détenez les parts de la SCI. Si vous détenez plus de 10%, 10% incluant les parts des autres membres de la famille, d'accord? Parce que l'IRS, il y a une notion de constructive ownership
ou si vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs détiennent des parts d'une société étrangère, à ce moment-là, d'un point de vue déclaratif uniquement, d'un point de vue conformité, l'IRS considère que vous détenez les parts de vos frères et sœurs, et de vos parents et de vos enfants. Donc, on dépasse dans le cadre familial très souvent les 10%. À ce moment-là, vous devez retranscrire les états financiers de la SCI sur votre propre déclaration de revenus américaine. Alors là, déjà, on a une première problématique parce que en France, on n'est pas obligé de faire d'état financier pour une SCI. On fait une 2072, donc on n'a que la partie compte de résultat. Mais il va falloir demander à un expert comptable français de faire la partie bilan pour pouvoir la retranscrire côté américain. On considère la SCI aux États-Unis comme un partnership étranger. Et puis, ce partnership va vous émettre un K1, donc comme pour une LLC ou un partnership américain, qui va reprendre le résultat, votre quote-part de résultat de la SCI, qui va remonter dans vos revenus, dans votre déclaration, et être imposé au même titre que des revenus ordinaires. Si vous payez des impôts en France sur ces revenus fonciers-là, eh bien, vous aurez droit à un crédit d'impôt côté américain. Sachant qu'en France, lorsque vous êtes non-résident, si vous gagnez, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais il me semble que c'est aux alentours des 27 000 euros. Si vous gagnez moins de 27 000 euros, vous êtes à 20% d'impôt sur le revenu plus 17,2 de prélèvements sociaux et au-delà, 30% d'impôt sur le revenu, 17,2 de prélèvements sociaux. Vous vous rendez compte que nous sommes au-delà des taux maximum américains qui sont à 37% aujourd'hui. Biden veut changer les choses, revenir à la période pré-Trump au niveau d'un taux d'imposition. Pour l'instant, rien n'est acté. Donc, nous sommes toujours à 37%. Donc, le crédit d'impôt français va venir gommer votre impôt fédéral américain. Par contre, au niveau de l'État, sachez que les États, pour la très grande majorité, ne reconnaissent pas les crédits d'impôt étrangers. Donc, si par exemple, vous habitez à New York, vous déclarez vos revenus fonciers français au niveau fédéral, vous avez votre crédit d'impôt. Au niveau New York State et City, vous allez payer des impôts et là, vous serez très clairement doublement imposé. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Certains se disent, bon, ben, moi, je m'en fiche, je ne le déclare pas. Je ne fais rien. Si vous ne le déclarez pas, que l'IRS s'en rend compte, eh bien là, vous prenez, c'est simple, 10 000 $ de pénalité par an, c'est fixe, où ça n'a pas été déclaré. Et vous faites en plus sauter le délai de prescription de l'IRS qui est de 3 ans. Donc, l'IRS peut revenir sur toutes vos déclarations pour lesquels il manquerait ce formulaire qui s'appelle 8865. Voilà, et vous appliquez des pénalités de 10 000 par année où il n'a pas été fait. Si maintenant vous avez des biens immobiliers qui seraient détenus par d'autres structures juridiques hors SCI, eh bien à ce moment-là, ce sont d'autres formulaires à utiliser, mais les obligations restent exactement les mêmes. Voilà, donc attention, n'oubliez pas les SCI familiales. D'ailleurs, même certains vont avoir uniquement la nue propriété des SCI, puisque les parents vont avoir gardé l'usufruit. À ce moment-là, il n'y a pas d'impact fiscal, vous n'aurez pas d'impôt à payer puisque vous ne bénéficiez pas des fruits de la SCI, mais par contre, l'obligation de retranscrire les états financiers de la société demeure. Vous êtes obligé de le faire. Voilà. Merci Jean-Philippe. Je pense que ça doit intéresser pas mal de gens parce qu'on a fait quelques webinaires sur la nue propriété ces derniers temps. J'en profite parce que vu que le temps passe, on a une question d'Emmanuel qui nous demande: peut-on passer des biens immobiliers achetés, je pense à titre individuel, vers une LLC? Alors oui. Alors, si vous avez acheté des biens immobiliers à titre individuel aux États-Unis, vous pouvez les basculer en LLC. Après, s'ils ont été achetés via emprunt, et bien évidemment, si vous voulez donner la propriété de ces biens à la LLC, la banque s'étant souvent garantie sur le bien, le propriétaire du bien n'est plus vous, mais la LLC. À ce moment-là, il faudra que la banque soit d'accord pour transférer le prêt vers la LLC, mais en général, ça ne pose pas de problème. Si maintenant le bien est en France, je vous le déconseille parce que du fait de la LLC, vous allez, en fait, du fait que le bien soit situé en France, créer un établissement stable de la LLC en France et donc elle aura des obligations fiscales françaises, en plus des obligations fiscales américaines. Voilà, il existe d'autres façons de procéder à ce niveau-là.
si nous continuons sur les assurances vie, parce que c'est souvent le cas chez beaucoup de nos clients, donc ils arrivent aux États-Unis ou sont déjà aux États-Unis, on construit un petit patrimoine français, donc un bien immobilier qui sera loué ou des parts de SCI familiales ou même une SCI qui leur est propre. Et puis en plus, ils auront ouvert des assurances vie françaises avant d'arriver aux États-Unis. Alors là, sachez que l'IRS est très punitif. Puisqu'ils ne reconnaissent pas l'assurance vie française comme une assurance vie parce qu'il n'y a pas de notion d'assurance dans les assurances vie françaises. Donc, ils considèrent les assurances vie françaises comme des placements financiers et vous vous retrouvez imposé tous les ans sur la prise de valeur du contrat. D'accord ? Le calcul est très simple, c'est valeur 31 décembre moins valeur 1er janvier, moins les versements, les abondements que vous auriez fait sur le contrat, et vous êtes imposé au même titre que les intérêts. Alors ça, ce n'est pas je perds mes mots, excusez-moi, ce n'est pas le fonctionnement classique, puisque normalement, de fait, vos assurances vie ne vont pas être imposées tous les ans. Vous avez une obligation de dire à l'IRS que vous êtes propriétaire d'une assurance vie française, d'accord ? Donc, vous le leur dites. Tous les ans, vous n'êtes pas imposé. Donc là, tout le monde se dit, super, c'est top, qu'est-ce qu'il raconte, n'importe quoi. Mais attention, le jour où vous allez avoir un événement taxable, d'accord ? Donc, un événement taxable, le jour où vous allez récupérer de l'argent de votre assurance vie. Par exemple, vous habitez aux États-Unis, vous voulez vous acheter un bien immobilier, votre résidence principale, et vous dites, j'ai 100 ou 200 000 euros qui traînent sur l'assurance vie, on va récupérer de l'argent, on va aller acheter un bien immobilier. Eh bien là, ce sera extrêmement punitif. L'IRS va vous dire, OK, pas de problème. Maintenant, on va revenir en arrière. Depuis que vous êtes arrivé aux États-Unis, vous allez recalculer les prises de valeur annuelles de votre contrat. Vous allez calculer les impôts qui étaient dus à l'époque, donc vous allez devoir les payer évidemment, et plus des intérêts de retard. D'accord ? Donc si vous êtes arrivé il y a un an, l'impact est ridicule, mais si vous êtes arrivé il y a 15 ans, eh bien 15 ans d'intérêts de retard, ça peut faire très mal, plus 15 ans d'impôts. Donc, c'est pour ça que je parlais de l'autre option tout à l'heure. Vous pouvez dire à l'IRS, OK, j'ai une assurance vie et je veux me faire imposer tous les ans sur la prise de valeur de mon contrat. À ce moment-là, tous les ans, vous allez payer des impôts aux États-Unis, mais au moins, vous n'aurez pas d'intérêt de retard à payer. Voilà. Encore une fois, ne vous dites pas « ouais, c'est trop compliqué, moi, de toute façon, je m'en fiche, je ne déclare rien aux États-Unis. D'ailleurs, je n'ai pas que ça, j'ai des comptes en France, je ne déclare rien, ça m'est égal. » Sachez que les banques françaises, comme les compagnies d'assurance, institutions financières, sont obligées d'envoyer à l'IRS tous les ans, elles le font vers le mois de février, l'ensemble de vos informations, c'est-à-dire elles vont envoyer votre SSN, votre nom, votre adresse et les soldes maximum que vous avez sur chacun de vos comptes ou supports. L'IRS en prend connaissance. Si vous n'avez pas rempli vos obligations déclaratives, eh bien là, c'est très simple, c'est 10 000 $ par actif non déclaré. Parce que sachez qu'en plus de l'obligation de déclarer vos assurances vie, vous avez une obligation tous les ans, la plupart le connaissent, le FBAR, de déclarer l'ensemble de vos actifs financiers étrangers du moment que leur valeur maximum cumulée à n'importe quel moment de l'année dépasse 10 000 $. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple. Vous avez 2 comptes bancaires. Sur chacun, vous avez quasiment toute l'année 1 euro, okay, ou l'équivalent de 1 $. On va parler en dollars. Vous avez 1 $. Sur le premier, au mois de mars, vous recevez 9 000 $. Le lendemain, vous les revirez à quelqu'un d'autre et vous retombez à 1 $. Sur le deuxième, au mois de novembre, vous recevez 2 000 $. Le lendemain, vous les virez à quelqu'un d'autre. On a 9 000 plus 2 000, ça n'était pas au même moment, ça n'était pas sur les mêmes comptes, donc ça nous fait 11 000. À ce moment-là, vous devez remplir votre FBAR. S'il n'est pas fait, c'est 10 000 par actif non déclaré et ça peut monter jusqu'à 50% de la valeur de l'actif. Donc, dites-vous que si vous avez 10 comptes en France ou ailleurs d'ailleurs, que vous n'avez pas déclaré à l'IRS alors que vous étiez obligé, eh bien, ça vous fait 10 x 10, ça fait 100 000 de pénalité. Et il remonte 6 ans en arrière. Donc, ça peut coûter très cher. Il existe des procédures de régularisation. Il y en a plusieurs qui permettent de limiter, voire d'annuler complètement ces pénalités. Surtout, ne vous dites pas
que vous n'allez pas déclarer parce que les pénalités existent. On les a déjà vues chez des clients qui sont venus après coup. En recevant, j'ai quelqu'un qui m'a appelé un jour qui a reçu une lettre de l'IRS, 1 million de pénalités. Voilà, il était en pleurs parce qu'évidemment, quand il faut payer, là, c'est plus compliqué. Donc, ne vous dites pas que vous allez tout laisser en France. Okay, parce que même si vous faites en sorte que les banques ne sachent pas que vous habitez aux États-Unis, il y aura toujours un moment où vous allez être trahi. C'est comme mener une double vie. Il y a toujours un moment, si vous avez des enfants en France et aux États-Unis et 2 femmes ou 2 maris des 2 côtés, il y a toujours un moment où un enfant va appeler et dire hey, je suis là. Et l'autre famille va le découvrir. Mais là, c'est la même chose. Vous allez forcément faire un virement à un moment donné. Donc, vraiment, faites attention parce que ça existe. Et ce n'est pas drôle quand ça arrive. Voilà, j'en ai fini avec mon petit discours. Merci Jean-Philippe. Nouvelle anecdote, j'apprécie. All right, on va passer au contrat d'assurance vie US. Donc, il y a 2 types de contrats d'assurance vie ici aux États-Unis. Il y a à la fois ce qu'on appelle le Term Insurance et le Permanent Life Insurance. Term Insurance, c'est l'assurance d'essai pure. Vous allez vous assurer pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et en cas de décès dans cette période-là, il y a un capital qui est donné à vos bénéficiaires. Le deuxième type qui existe ici aux États-Unis, ce sont des assurances vie dites permanentes. Il y aura à la fois une partie d'épargne, donc on aura une épargne qui va grandir au sein de nos contrats. Et deuxièmement, nous avons une assurance décès qui est attachée à l'instrument, qui fait que c'est une des plus grandes niches fiscales ici aux États-Unis, parce que quand on dépose $1 dans son contrat d'assurance vie américain, eh ben, il n'y aura plus jamais d'imposition derrière. C'est d'argent après impôt, taxe déférée et tax-free dans son utilisation. Il y a plusieurs manières d'accéder à son argent dans ce type d'instrument-là, mais la plupart des gens, si ce n'est pas 100% des gens, utilisent toujours les manières défiscalisées. Et donc, quand on dépose $1 dans ce type d'instrument-là, il n'y a plus d'implication fiscale derrière. Et que nous soyons aux États-Unis ou qu'on reparte en France dans l'utilisation du cash, peu importe où on est dans le monde, on va pouvoir garder ces avantages fiscaux. Donc, il y a 3 types qui existent ici, ce qu'on appelle Universal, Variable et Cash Value Life Insurance, type WALI également. Universal Life Insurance, vos types de contrats augmentent liés au taux d'intérêt. Deuxièmement, Variable, c'est lié au marché financier. Et troisièmement, les Cash Value Life Insurance sont généralement liés à des compagnies mutuelles d'assurance qui donnent généralement des dividendes non corrélés au marché financier et immobilier et qui ont généralement plus de 160 ans d'existence. On va voir que potentiellement, ce type de contrat puisse avoir un impact peut-être assez intéressant dans la planification patrimoniale en phase d'accumulation, mais également en phase de retraite. On va passer à la succession, si tu le souhaites, Jean-Philippe. Parfait, super. Donc là, le temps est très limité. On va y aller très vite. Les successions américaines sont un sujet qui est extrêmement vaste. Il y a beaucoup de choses à dire. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Je pense que c'est important qu'il y a beaucoup de questions. Donc, c'est important qu'on prenne le temps. Et je m'excuse d'avance pour ceux à qui on avait promis de vous prendre qu'1 heure. Peut-être qu'on va dépasser d'une demi-heure. Mais je pense qu'il y a des sujets très intéressants et donc on va prendre le temps. Vaut mieux qu'on puisse vous entendre plutôt que vous passiez trop vite et qu'on ne comprenne pas parce que c'est quand même complexe pour les gens qui découvrent aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train d'arriver de France aussi parce que j'ai reçu pas mal de mails depuis que le travel ban est levé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait nouvelles pour pas mal de gens qui sont connectés aujourd'hui. D'accord. Donc, tous qui ont des questions, c'est sûr, là, en nous parlant de beaucoup de sujets. D'ailleurs, la plupart d'entre eux font l'objet de webinaires spécifiques qui, même en 1 heure, ne peuvent pas être traités. Donc, n'hésitez pas surtout à nous envoyer des mails pour des prises de rendez-vous pour que nous puissions étudier vos situations et répondre à vos questions. Ceux qui viennent d'arriver de France, comme vous l'avez compris, d'un point de vue fiscal, il est extrêmement important de se conformer aux obligations de l'IRS dès votre arrivée. Il y a des options à prendre, donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions par après si jamais nous n'avions pas le temps de prendre toutes vos questions ou si pour raison de confidentialité, vous ne souhaitiez pas poser vos questions devant tout le monde. En termes de succession, il faut savoir qu'aux États-Unis, la succession déjà est une personne morale, d'accord? Donc, lorsque vous décédez, c'est une entité qui qui reprendra votre patrimoine, qui va devoir déposer des déclarations de revenus et potentiellement, très certainement même,
payer des impôts sur le revenu sur les revenus issus du patrimoine que vous allez léguer à vos héritiers. Il y a pour tous les citoyens américains et les green cards une exemption qui cette année, qui en 2022 sera de 12 060 000 $. Donc en gros, tout le patrimoine transmis à vos héritiers donc tout le patrimoine inférieur à 12 060 000 $ ne sera soumis à aucun droit de succession. Au-delà, il y aura des droits de succession. Ça donne quand même les coups des franges, ça permet de voir venir, mais ça n'est applicable que pour les citoyens et les détenteurs de green card. Pour les non-résidents, donc ceux qui nous écoutent, qui sont en visa E2, L, même B pour certains, eh bien, sachez que si vous achetez un bien aux États-Unis, que vous investissez, que vous avez un compte bancaire, n'importe quoi, des actifs qui seraient situés aux États-Unis, vous les gardez parce que c'est intéressant pour vous. Vous rentrez en France ou vous partez dans un autre pays, vous décédez là-bas, eh bien, l'exemption de 12 millions dont je parlais va être drastiquement rabaissée puisqu'elle va tomber à 60 000 $. Au-delà de 60 000 $, votre succession va devoir payer des impôts, des droits, avant d'être distribués à vos héritiers. Et vous ne pourrez absolument rien faire tant que la succession n'aura pas été liquidée d'un point de vue fiscal, que les droits de succession n'auront pas été payés. Une banque ou un broker ne transmettra pas vos actifs à quelqu'un d'autre tant que les droits n'auront pas été payés, tant que vous n'aurez pas reçu un certificat de l'IRS, que les ayants droit n'auront pas reçu un certificat de l'IRS prouvant que les droits ont été payés. Les démarches peuvent être assez longues. Si vous avez un exécuteur qui est à l'étranger, en France par exemple, un exécuteur testamentaire, mais à ce moment-là, vous allez pouvoir attendre jusqu'à 6 mois, voire dans les cas les plus difficiles, 1 an avant de recevoir ce fameux certificat. Donc, il faut s'armer de patience. Évidemment, il y a des choses qu'il est possible de mettre en place. Alexandre va parler de trust, mais qui vont être applicables surtout pour les US citizens, parce que difficilement transposables à l'étranger. Mais sinon, il y a des structures juridiques qui peuvent être mises en place pour minimiser ces risques, des structures dans lesquelles, donc, par exemple, les familles LLC, dans lesquelles toute la famille aurait des parts, vous gardez le contrôle et qui vont vous permettre de transmettre votre patrimoine à vos héritiers sans quasi souci de droit de succession. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un sujet très vaste. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à envoyer des mails. Absolument. Et je vais rebondir là-dessus, Jean-Philippe. Excellent point. Donc, on parlait justement de family LLC qui seront très probablement beaucoup plus intéressantes pour nous, Français des États-Unis, de par notre situation internationale. Parce que si vous faites par exemple appel à un avocat de la famille purement américain qui n'a pas cette compréhension internationale de la planification financière, notamment française, en cas de retour en France ou si des biens sont en France, etc., une des façons ou des choses classiques qui sont mises en place aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les trusts. Et les trusts ne sont pas vus d'un bon œil par le fisc français. Si vous avez une incidence française, soit des bénéficiaires, soit si vous résidez en France lors de la succession, et vous pouvez vous faire rattraper fiscalement de manière punitive, on va dire, qui était au début, l'objectif, c'était de réduire l'impact fiscal potentiellement, mais sachez qu'il y a d'autres stratégies que les trusts à mettre en place si nous avons cette situation internationale ou entre les bénéficiaires et nous, les personnes qui donneraient notre patrimoine. Donc, intéressant, on va justement en discuter. Donc, en termes de stratégie patrimoniale, on peut y faire des donations. Alors, on peut faire des donations annuelles. Donc, chaque individu peut donner jusqu'à 15 000 $ par an à n'importe qui. Donc, je peux donner à mon voisin, à mon fils, à mes parents, etc. Du côté US, j'ai 15 000 $ par an que je peux donner à chaque personne sans implication de gift tax. Donc ça, je peux faire des donations de mon vivant. Également, il y a ce qu'on appelle le lifetime exemption, comme notamment Jean-Philippe l'a évoqué, qui sont très élevés en ce moment. Historiquement, on est à près de 11,5 millions par personne. C'est-à-dire qu'au-delà potentiellement de donations de 15 000 $ qui sont disponibles tous les ans, vous pouvez également taper dans cette exemption maximale de lifetime exemption qui est de 11 millions de $. Tout ce que vous allez utiliser de par cette exemption en termes de donation
ne sera plus disponible en termes de succession, puisqu'il faut savoir que lors de la succession, lors de l'héritage, on a également cette lifetime de 11,5 millions. Et ce que vous allez pouvoir avoir donné, si vous avez tapé dans cela, va venir en déduction lors de votre décès, bien évidemment. Donc, ce qui est intéressant à peut-être regarder et souligner en ce moment, c'est que les exemptions n'ont jamais été aussi hautes. On parle de 11,5 millions et elles vont automatiquement offset en 2026. En 2026, on s'attend à l'heure actuelle à ce que ça revienne sur les taux avant que Trump ne les change, qui étaient environ de 5 millions de dollars, qui est comparé avec inflation, donc probablement autour des 6 millions de dollars. On va quasiment diviser par deux ce qui pourrait être donné en 2026. Et on ne sait pas encore, il y a une rectification fiscale qui est en train d'être potentiellement votée, il peut y avoir des changements potentiellement de ce côté-là. Personne n'a encore la réponse, mais ça peut changer d'une année à l'autre. Donc, premièrement, on pourrait déjà commencer à faire des donations à la génération future, notamment grâce aux 15 000 par an et également le lifetime exemption. Donc, ce qui est intéressant, puisque historiquement, si on a un patrimoine très élevé, il est plutôt intéressant de tirer avantage de cette opportunité de donation, soit directement aux bénéficiaires, soit potentiellement dans ce qu'on appelle un family legacy ou potentiellement dans un trust. Donc, en quelques mots pour le trust, généralement, on a deux types de trust, les trusts révocables et les trusts irrévocables. Un trust révocable, nous avons toujours le contrôle de notre vivant sur ce type de trust. C'est une entité à part sur laquelle on peut y positionner des biens. Les biens sont, eux, les owners du bien, mais nous avons la possibilité de le retirer, de le remettre. Donc, il n'y a pas généralement d'avantage fiscal, mais ça peut être très intéressant en cas notamment de ce qu'on appelle testamentary trust, en cas de décès. Ces trusts peuvent devenir irrévocables pour le bénéficiaire potentiellement d'enfants, petits-enfants, neveux, etc. Donc, le trust irrévocable, lui, quand on fait des donations de notre vivant dans un trust irrévocable, ce patrimoine n'est plus dans notre patrimoine. On l'a donné à une entité sur laquelle nous ne sommes plus le owner. Et ce trust va être en autonomie avec ce qu'on appelle un trustee qui va s'occuper du trust. Et il y aura des bénéficiaires. On peut par exemple mettre les enfants. Donc, les biens qui génèrent du revenu, les revenus sont donnés par exemple aux bénéficiaires qui seraient peut-être les enfants ou les petits-enfants. Donc, ça permettrait de tirer avantage des hautes exemptions à l'heure actuelle, d'enlever ça de son patrimoine pour que lors du décès, je ne sois pas infecté. Attention, encore une fois, s'il y a une incidence française avec ces trusts, vous allez pouvoir vous faire rattraper fiscalement. Et donc, peut-être que d'autres solutions sont peut-être intéressantes à regarder. Et le dernier point, c'est sur la partie life insurance. Donc, l'avantage de la partie life insurance, que ce soit du term insurance ou du permanent life insurance, c'est que l'assurance décès est défiscalisée avec effet de levier. Si, par exemple, on a du term insurance et qu'on décède dans les 10, 20, 30 ans, ce montant d'assurance décès passe défiscalisé aux bénéficiaires. Dans les 7 jours à venir, on a juste besoin d'un certificat de décès et l'argent passe directement sur le compte. Sur l'assurance vie permanente, étant donné que c'est permanente pour le reste de notre vie, nous allons décéder avec ce type d'instrument-là, avec un effet de levier. Donc, on aura toujours plus d'assurance décès que d'épargne disponible. Et cela va également passer totalement défiscalisé du côté américain. Donc, on peut acheter avec des centimes, des dollars pour pouvoir potentiellement faire face à des frais de succession qui pourraient arriver du côté français ou du côté US, puisqu'on a maintenant cette liquidité qui va arriver pour les bénéficiaires et ainsi de créer un effet de levier, de démultiplier son argent d'un point de vue de la potentielle succession derrière. Donc, voilà au niveau des stratégies et des instruments. On pourrait encore continuer à creuser le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va finir là-dessus. Donc, Jean-Philippe, je vais finir là-dessus sur ce sujet de planification financière. Et à l'issue de cela, on va ouvrir le champ en question avec grand plaisir. Donc, on l'a vu ensemble au début de notre webinaire, si nous restons bloqués stratégiquement parlant dans une stratégie dite à la française, ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie à la retraite, que vous le vouliez ou non, de par les risques que nous avons vus ensemble. L'opportunité que nous avons, parce que nous sommes résidents fiscaux américains aujourd'hui, peu importe si dans 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 20 ans, peu importe, ou qu'on rentre en France ou qu'on reste aux États-Unis, nous avons l'opportunité de changer la donne dès maintenant. Et l'avantage, c'est qu'il faut avoir un lien maintenant. Et également, on n'a pas besoin d'avoir de visibilité sur notre avenir, c'est-à-dire est-ce qu'on invitera en France ou ailleurs dans le monde ou rester aux États-Unis. On n'a pas besoin d'avoir cette visibilité-là pour prendre des décisions patrimoniales de par le fait qu'on va pouvoir garder les avantages financiers, fiscaux et légaux, peu importe où on est dans le monde. Et l'objectif, c'est de pouvoir mettre en place une stratégie patrimoniale qui, à terme, va pouvoir nous permettre de générer plus de revenus, payer moins d'impôts
prendre moins de risques et assurer sa succession. Et on va voir exactement comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ce type de stratégie. Donc, pour ce faire, je vais faire un petit graphique pour pouvoir vous expliquer comment est-ce qu'on pourra pouvoir optimiser cela. Donc, stratégiquement parlant, je vais assumer déjà un certain nombre de variables qui sont, elles, aléatoires, mais peu importe, parce que je vais vous démontrer qu'une stratégie est plus forte qu'une autre. Et pour ce faire, il faut que je puisse prendre un certain nombre de variables et je vais faire en sorte que ce soit exactement les mêmes variables pour démontrer mon point. Donc, je vais prendre en considération peut-être quelqu'un qui part à la retraite à 65 ans, peu importe, ça peut être 55, 60, 65, 70, peu importe, je prends 65 ans. Quelqu'un qui aura accumulé dans sa phase d'accumulation un certain patrimoine et avec ce patrimoine aura pour l'objectif de pouvoir générer des revenus pour le reste de sa vie, de sa famille et de potentiellement laisser quelque chose pour la génération future. Dans une stratégie dite à la française, qu'est-ce que l'on va faire? Tout simplement, nous allons mettre en place cette stratégie où nous allons garder le patrimoine intact, donc 100% du patrimoine qui lui sera diversifié en immobilier, en financier, dans des comptes de retraite par exemple, en cash à la banque, peut-être on a des parts dans un business, etc. On va avoir un certain montant de patrimoine qu'on va garder le plus sûr possible pour pouvoir générer des revenus pour le reste de notre vie. Stratégie à la française, on a tous été éduqués. Je vais assumer un certain rendement, je suis capable de générer 5% de rendement sur mon patrimoine, peu importe, ça peut être 10, 7, 3, peu importe, je vais assumer 5. Je vais également assumer que je vais payer des impôts sur les revenus générés. Je vais assumer, par exemple, 4% de revenus nets, donc ça veut dire 20% d'impôts. Et donc, par exemple, si j'assume que mon patrimoine est de 1 million de dollars, 4% net, ça veut dire 40 000 dollars de revenus nets pour le reste de ma vie. Et je vais essayer potentiellement de faire face à l'inflation. Si j'ai de l'immobilier, je vais essayer d'augmenter les loyers chaque année pour faire face à l'inflation. Et je vais faire ça pour le reste de ma vie. On l'a vu ensemble qu'à cause des 5 risques majeurs, ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie. Pour rappel, la stratégie patrimoniale dite à la française est mise en place déjà, à cause du risque de longévité. Deuxièmement, ça va être compliqué à cause de l'inflation. Troisièmement, avec l'imposition où on s'attend à une augmentation. Et quatrièmement, c'est le risque en lui-même, à la fois en termes de l'ordre des rendements et de la volatilité des instruments. Ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie pour le reste de notre vie. Alors voilà l'alternative que l'on peut mettre en place. On va commencer par la stratégie de bucketing que nous avons vu ensemble. Au lieu de se dire c'est qu'une seule phase la retraite, nous allons couper la retraite en deux, notamment les go-go years et le début des slow-go years. Et puis la deuxième partie serait les slow-go years et la fin le début et la fin des no-go years. Donc je vais prendre par exemple entre 65 ans et 85 ans et 85 ans plus. Et l'idée, c'est de mettre en place un actif qui a un certain nombre de qualités qui vont pouvoir nous servir à nous assurer tranquillement la fin de vie. Donc, au lieu d'avoir 1 million de dollars ici, l'idée, c'est d'avoir que 800 000 dollars et d'avoir un autre actif ici de 200 000 dollars et qui a un certain nombre de caractéristiques. Il y a 3 caractéristiques majeures. Un, il a un rendement qui est plus fort que l'inflation. Deuxièmement, il y a un certain nombre de garanties. Et troisièmement, il est complètement défiscalisé dans son utilisation. C'est-à-dire que c'est de l'argent après impôt, taxes déférées et tax-free. C'est-à-dire que quand on met $1 dedans, il n'y a plus jamais d'imposition derrière. Et donc, cet actif, malheureusement, n'existe pas en France, mais nous avons l'opportunité de le mettre en place aux États-Unis. Peu importe où nous serons à l'avenir dans le monde, on va garder ces avantages-là. Et cet actif-là, c'est ce qu'on appelle la Cash Value Life Insurance. C'est un des instruments d'assurance vie ici aux États-Unis qui est disponible. On l'appelle également coutumément le WALI, Wealth Accumulation Life Insurance. Et voilà les 3 caractéristiques derrière, notamment de l'instrument. Un rendement, on s'attend à un rendement plus fort que l'inflation, 3 à 5% sur le long terme. Net de frais, net d'impôts, qui correspondrait potentiellement entre 4,5% et 6,5% si on avait un actif équivalent qui serait taxable avec des frais. On a des garanties d'augmentation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune année négative. Et troisièmement, il est complètement tax-free, il est défiscalisé. Donc, c'est l'argent après impôt, encore une fois, c'est l'argent qui traînerait potentiellement à la banque et que dès que l'on positionne dedans, il n'y a plus jamais d'imposition derrière. Cette cash value va augmenter de manière garantie et en plus d'avoir une cash value, il y a une assurance décès attachée au même instrument. C'est grâce à cela que nous avons cette défiscalisation. Et cette assurance décès, si nous avions 65 ans avec 200 000 dollars dedans, on aurait à peu près 500 000 dollars d'assurance décès qu'on appelle Death Benefit. Celui-ci va également augmenter de manière exponentielle jusqu'à un âge qui est l'âge de 100 ans. Et à l'âge de 100 ans, il n'y a plus de risque pour la compagnie d'assurance. Et à ce titre-là, à partir de 100 ans, ça va continuer à augmenter à 3 à 5%, mais il n'y a plus d'effet de levier. C'est-à-dire que s'il y a un décès entre maintenant et l'âge de 100 ans, il y aura plus d'argent pour nos bénéficiaires que l'épargne que l'on aura accumulée, qui sera disponible pour nous durant notre vivant. Alors,
stratégiquement parlant, cette cash value, cette épargne disponible est disponible à n'importe quel moment pour n'importe quelle raison. C'est-à-dire que je peux utiliser stratégiquement cet argent à tout moment pour n'importe quelle raison. Mais si, dans ma stratégie patrimoniale, je souhaite en fait garder cet actif pour la fin de vie, donc dédier un certain actif pour pouvoir s'assurer d'avoir assez d'argent pour finir tranquillement mes vieux jours pour le slow go et no go years, et ben si je ne touche pas stratégiquement ces 200 000 $ vont se transformer doucement mais sûrement 20 ans plus tard à 550 000 $ tax-free, et également l'assurance décès se rapproche de 750 000 $ tax-free. Donc, c'est-à-dire que si maintenant j'ai du patrimoine, c'est 800 000 $ dans la phase entre 65 et 85, et bien, comme j'ai 550 000 $ tranquillement ici qui m'attendent et en cas de décès, je laisserai 750 000 $, et bien, je peux utiliser, je peux orchestrer mes autres actifs de manière complètement différente que de tout simplement les garder de manière sécurisée et juste vivre des petits revenus. Parce que généralement, si on est dans une stratégie à la française, ben, tout notre patrimoine accumulé, c'est comme si on avait un énorme nuage et que nous vivions tout simplement du petit robinet des intérêts pour le reste de notre vie. On n'accède généralement pas au capital parce que si on accède trop vite au capital et qu'on se retrouve en situation de difficulté, on ne pourrait potentiellement pas être tranquille pour notre fin de vie. Et c'est pour ça qu'on reste un petit peu dans cette stratégie française, bloqué, le patrimoine est bloqué, on vit que des intérêts. Là, dans cette stratégie de bucketing, comme on a assuré la fin de vie, comme on a 550 000 $ tranquillement pour finir la fin de vie, et en cas de décès, je laisse 750 000 $ au lieu d'1 million de $, et ben ces 800 000 $ peuvent être orchestrés de manière différente, c'est-à-dire que je peux utiliser le capital et les intérêts pour pouvoir démultiplier mes revenus de retraite. Et je peux me permettre de dépenser le capital et les intérêts parce que j'ai totalement la liberté d'esprit de le faire, parce que j'ai un actif qui m'attend tranquillement pour cette fin de vie 85 ans plus. Comme c'est 85 ans plus et c'est taken care of, maintenant, j'ai un nombre d'années défini et j'ai un montant d'argent défini pour pouvoir dépenser cet argent. Donc, je change complètement la donne parce que dans une stratégie dite à la française pure, j'ai un montant d'argent, en effet, que j'ai accumulé, mais étant donné que je n'ai pas un nombre d'années défini pour pouvoir planifier ma retraite, pour pouvoir planifier sur un nombre d'années indéfini, eh ben, je vais juste vivre des revenus. Or, comme on a tranquillement assuré la fin de vie, maintenant, j'ai 20 ans, 800 000 $ à dépenser à mon rythme, mais faisons les maths tranquillement. Imaginons que je dépense 1/20 de ces 800 000 $ chaque année, tranquillement, petit à petit. Faisons les maths derrière. 800 000 $ divisé par 20 ans de mon capital. Sur mon capital, je vais prendre donc 40 000 $ par an du capital que je vais prendre chaque année. De plus, j'ai assumé que mon patrimoine me générait du 4% net. La première année, en termes d'intérêt sur 800 000 $, ça va me générer 32 000 $ de revenus. Et donc, pour un total de 72 000 $ d'argent que je vais utiliser pour ma propre retraite, pour mes propres revenus et enjoyment. Dans la stratégie à la française, j'aurais que tablé sur 40 000 $. Sur 20 ans, ça fait 40 à 60% de revenus supplémentaires. Donc, la problématique intrinsèque de l'inflation est complètement annihilée. Même si j'ai une inflation à la retraite, comme j'ai généré 40 à 60% de revenus supplémentaires, j'ai complètement taclé cette première problématique de l'inflation. Deuxièmement, c'est la taxation. Dans la stratégie dite à la française, entre 50 000 et 40 000 $, j'aurais payé 10 000 $ en impôts chaque année pour le reste de ma vie. Dans la stratégie numéro 2, je commence déjà avec moins d'actifs taxables et à risque, puisque j'ai que 800 000 $ qui est taxable. Donc, la première année, je vais payer que 8 000 $ d'impôts. Puis, 10 ans plus tard, j'ai plus que la moitié, donc j'aurai plus que 4 000 à payer. Et puis, après 20 ans, j'ai plus d'impôts à payer, puisque j'ai plus de revenus du patrimoine sur ces actifs-là qui sont taxables. Et je me retrouve avec un actif complètement défiscalisé derrière. Donc, faisons les maths sur les 20 premières années. Dans la stratégie numéro 1, 20 fois 10 000 $, j'aurais payé 200 000 $ en impôts. Dans la stratégie numéro 2, 20 fois la moyenne, 20 fois 4 000, j'aurais payé que 80 000 $. J'ai réduit au minimum de 60% l'impact fiscal, peu importe où mes actifs sont situés et peu importe où je vis. Parce que tout simplement, moins j'ai d'actifs qui va générer du revenu, moins j'aurai de revenus à déclarer, moins je vais payer d'impôts, peu importe où je suis et peu importe où mes actifs sont situés. Et si je suis encore en vie tranquillement à 85 ans, et bien dans la stratégie numéro 1, je vais continuer à payer 10 000 $ par an pour le reste de la vie, alors que dans la stratégie numéro 2, je n'aurai plus jamais $1 à sortir. Donc petit à petit, j'ai annihilé la problématique de la taxation sur mon patrimoine. Et dernièrement, le risque. Dans la stratégie numéro 1, je suis 100% à risque lors de la retraite. Les 5 années après la retraite, 5 années avant la retraite, c'est la zone la plus dangereuse. Dans la stratégie numéro 2, je suis déjà moins exposé. Je n'ai que 80% de mon patrimoine qui est exposé comparé à 100%. Et les premiers actifs que je vais dépenser en premier ici, c'est mes actifs les plus risqués. Mes stock options, mes actions, mes obligations et peut-être même à terme, mon immobilier pour pouvoir me retrouver dans une situation complètement sécurisée.
Donc, petit à petit, j'ai réduit à la fois l'ordre des rendements et la volatilité du portefeuille. Donc, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place déjà avec cette stratégie qu'on a vue ensemble de bucketing? J'ai généré plus de revenus, j'ai payé moins d'impôts, j'ai pris moins de risques et j'ai toujours assuré ma succession derrière parce qu'en plus, lorsque j'aurai tout dépensé, j'ai 750 000 $ qui passent tax-free au lieu d'1 million de dollars qui, lui, serait taxable. Et enfin, le dernier point, je vais juste ajouter pour pouvoir finir ce graphique, c'est que si on rajoute la stratégie de flowing que nous avons vue ensemble, au lieu d'avoir 800 000 $ ici, l'idée, c'est d'avoir que 600 000 $ et d'avoir cet autre actif ici de 200 000 $ qui est votre income annuity. Et ce income annuity, sur la base de 200 000 $, on l'a vu ensemble, ça va pouvoir nous créer 10 000 $ par an pour le reste de notre vie. Si je rajoute la sécurité sociale française et américaine, par exemple, environ 35 000 $ par an, ça nous ferait un total de 45 000 $. Si quelqu'un a besoin au minimum d'avoir 4 000 $ par mois pour les dépenses dites de base, eh ben, on a réalisé qu'on a des revenus garantis pour les dépenses de base qu'on appelle paycheck. On a notre paycheck qui rentre pour le reste de notre vie très tranquillement. Et le reste de nos finances ici, c'est ce que j'appellerais le playcheck, le fun money. Maintenant, on a 600 000 $ qu'on peut dépenser pour voyager, pour les enfants, les petits-enfants, se faire complètement plaisir avec cette liberté d'esprit de pouvoir le faire. Parce que lorsqu'on aura tout dépensé, il nous restera tranquillement 550 000 $ cette fois-ci tax-free, encore une fois pour le fun money, puisque si on est encore en vie et qu'on est encore en go-goyer, ce que je vous souhaite à l'âge de 85 ans, on pourra tranquillement le dépenser. Et si malheureusement, ça commence à être à la fin de vie pour nous, on aura tout l'effet de levier de l'assurance décès qui va donner le patrimoine impact à la génération future en réduisant le style de vie. Ce qui est à retenir de ce graphique, ce n'était potentiellement pas le type de couleur, mais que d'une stratégie patrimoniale où si on part à la retraite, si on a 60% de notre patrimoine en real estate, donc en immobilier, en investissement, en cash, on part dans un business, etc., 20% en épargne, cash value life insurance et 20% en income annuity, et bien c'est la stratégie la plus optimale pour générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Je vous remercie pour votre attention. Désolé Romain qu'on a été un peu long aujourd'hui avec Jean-Philippe, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de bonnes informations et évidemment, on ouvre le champ aux questions avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci Alexandre, c'est un grand plaisir toujours de t'avoir. Et je sais que tu accompagnes de nombreuses familles pour tous ces sujets-là depuis pas mal d'années maintenant. Donc, je respecte toujours le fait que tu fasses cette présentation très complexe, mais en fait, à force de la voir, et je la comprends de mieux en mieux au fur et à mesure. Donc, vous en faites pas pour ceux qui la découvrent pour la première fois. Tout ça, c'est visible en replay. Donc, vous pourrez regarder à nouveau. Et bien entendu, là, vous avez le calendrier d'Alexandre qui s'affiche. Donc, vous pouvez, avec votre téléphone, le scanner directement et prendre rendez-vous avec Alexandre. Il vous donne accès à son agenda et puis vous prenez une consultation gratuite. Je crois que c'est une demi-heure ou 45 minutes en fonction du temps que vous avez. Voilà. Alors, j'ai vu que Jean-Philippe a pas mal bossé aussi sur le côté en répondant à vos questions par écrit. Donc, merci. Juste, Romain, il y a quelques questions auxquelles je n'ai pas répondu volontairement pour les poser en public. Je ne sais pas s'il nous reste encore 3 minutes ou pas. Ouais, on va encore prendre 3-4 minutes pour les répondre en public. Vas-y. Parce qu'il me semblait qu'elles étaient importantes. Juste, pardon, je te laisse parler. Donc, l'assurance vie, c'est celle-là sur les moins de 10 000 $. Tu voulais répondre à celle-là? Oui. C'est Marie-Laure qui dit les assurances vie en France de moins de 10 000 $ ne sont pas à déclarer à l'IRS. Alors attention, si vous n'avez qu'une assurance vie, que vous n'avez aucun autre compte, que vous n'avez rien à côté, vraiment une seule assurance vie dont la valeur maximale aura été inférieure à 10 000 $, effectivement, vous n'avez pas à la déclarer. Ça, c'est d'un point de vue conformité, mais vous devrez quand même déclarer les revenus que vous en tirez si jamais vous prenez cette option-là, ce qui me fait partir. Donc attention, c'est si vous n'avez que ça. N'oubliez pas que le solde maximum cumulé
de 10 000 dollars correspond à l'ensemble de vos actifs financiers étrangers. Donc, ça va comprendre l'assurance vie, compte bancaire, enfin, compte courant, livret A, PEL, LDD, PE, enfin, tout, vraiment tout ce que vous avez, y compris les comptes sur lesquels vous avez signature. Donc, si par exemple, vous êtes signataire sur des comptes de vos parents ou même de vos enfants, on le prend en compte. Vous n'êtes pas titulaire du compte, vous en êtes signataire. La valeur maximale, le solde maximal du compte est pris en compte pour le calcul des 10 000 dollars. Donc, vraiment, attention. La réponse est oui, uniquement si vous n'avez que une assurance vie et qu'elle vaut moins de 10 000 dollars, ce qui est très peu probable. On a une bonne question qui revient tout le temps d'un auditeur anonyme. Comment se passe la succession de biens immobiliers détenus en France si on est résident aux US? Alors Tout celle-là, on à la fait. reçoit tout le temps. Tout à fait. C'est une très bonne question. Mais il faut savoir qu'il y aura des droits à payer côté français, puisque les ou les personnes décédées sont en France. Vous, en tant que citoyen ou résident fiscal américain, vous aurez à déclarer le fait que vous avez reçu en héritage des biens uniquement si leur valeur dépasse 100 000 dollars. Mais encore une fois, l'ensemble des biens, la valeur des 100 000 comprend la totalité des biens que vous avez reçus. Donc, si vous recevez, je ne sais pas, un cinquième d'un compte chèque, un cinquième d'un appartement et que tout ça dépasse une valeur de 100 000, vous devez absolument le déclarer, sinon ce sont des pénalités. Et pareil, si vous recevez du cash, eh bien, ça va rentrer en compte dans les FBAR. Si vous devenez signataire ou co-titulaire d'un compte d'un parent en France, ça rentre en compte dans les FBAR. Il n'y a pas de droit de succession à payer aux États-Unis lorsque l'héritage provient de l'étranger. D'accord? Pareil, si vous recevez un don d'un membre de la famille ou de n'importe qui, s'il provient de l'étranger, vous devez le déclarer et vous n'avez rien à payer. Voilà. Parfait. Il y a Thierry qui avait aussi une question. Il est en visa L1, il n'a pas de plan à rester à vie aux États-Unis. Pour l'instant, il le dit. Si je comprends bien, on doit choisir à notre arrivée si on déclare l'assurance vie pour ne pas être imposé lors de notre départ, ou alors choisir l'imposition si nous pourrions décider ultérieurement de s'installer définitivement aux USA. Effectivement, vous avez bien compris, il faut choisir l'année de votre arrivée. Le choix est irrévocable, donc vous ne pouvez pas le faire a posteriori. Et c'est vrai que quand on est en visa L1, en général, les critères du visa L1 sont les mêmes ou très proches, c'est pas en général, ils sont les mêmes ou très proches que ceux de la green card. Donc, si jamais vous vous plaisez aux États-Unis et que vous décidez de basculer en green card, si vous avez pris l'option de ne pas vous faire imposer tous les ans, eh bien, vous aurez le retour de bâton. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut faire le choix dès la première année. On ne sait pas si on va se plaire, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais c'est un choix à faire à votre arrivée aux États-Unis. Top. Il y avait une autre question pour toi, Alex, de Jean-Robert qui disait vous avez évoqué un autre véhicule que le trust irrévocable à 2 reprises. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Absolument. Donc, il y a déjà quasiment de manière incontournable, l'assurance vie permanente. Il n'y a pas besoin ni d'avoir de trust, ni de l'autre véhicule qui est le Family LLC. On s'est créé une société familiale sur laquelle on aura beaucoup plus de flexibilité et qui va permettre de sortir des problématiques dites de trust du côté français si nous avons une incidence française, que ce soit au niveau des bénéficiaires et au niveau des personnes qui, eux, vont faire la donation ou l'héritage qui va devoir être donné à la génération future notamment. Donc, Family LLC, si vous souhaitez en connaître plus, n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner. Voilà, on va clôturer là. Il y a Sabine qui nous remercie et qui nous dit excellente présentation. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, surtout après 1h30 où vous avez vraiment fait le tour, je pense, de tous les points clés à savoir. Vous en faites pas, Jean-Philippe et Alexandre reviennent tout au long de l'année, on va dire un peu sur des segments. Aujourd'hui, c'était une présentation très globale pour un peu que vous sachiez un petit peu
tous les points de contrôle, on va dire, de manière globale. Mais on va avoir d'autres sujets plus par vertical, en fait, pour que vous ayez des meilleures compréhensions une par une. Et puis surtout, c'est difficile de faire le tour en 90 minutes. Donc, voilà. Alexandre et Jean-Philippe ont mis leur adresse mail dans le chat. Donc, si jamais vous souhaitez les récupérer, elles sont là. Voilà, voilà. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Désolé encore qu'on ait dépassé. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous. Donc, comme vous le savez, c'est tous les mardis à midi. La semaine prochaine, on va parler immigration. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse ou si vous connaissez des gens que ça peut potentiellement intéresser, on a la chance que le travel ban soit fini, enfin. Donc, les visas reviennent et puis les rendez-vous à l'ambassade commencent à s'améliorer doucement, d'après ce que j'ai entendu. Donc, j'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine. On sera avec Isabelle Marcus du cabinet Columbus Consulting Group. Merci à tous. Bonne soirée si vous êtes en Europe. Bon après-midi si vous êtes sur la côte Est et bonne journée si vous êtes en Californie. Au revoir. Au revoir.